À l'époque de la dynastie Joseon, la reine-mère, la mère du roi, sentit que son fils faisait beaucoup trop confiance à son frère, le prince, et qu'il suivait toujours ses conseils dans toutes ses décisions, au point de le renforcer contre elle. Elle se dit alors, « Mon propre fils me fait ça? Très bien, je vais faire en sorte qu'il ne fasse plus jamais confiance à son frère. » Ce frère, bien sûr, était le fils d'une autre femme. Elle s'allia donc à un ministre corrompu pour monter un complot contre le prince, le frère du roi. Ils le piégèrent dans une affaire de trahison et attaquèrent sa maison pour le tuer. C'est alors que Shaman, la voyante la plus puissante du palais, qui aimait profondément le prince, ressentit ce qui lui arrivait. Son ami Jang tenta de l'en empêcher, mais Shaman insista pour y aller. Dès qu'elle arriva, elle vit le prince se faire tuer sous ses yeux. Choquée, elle hurla, et les gardes l'entendirent et se mirent à la poursuivre pour la faire taire. En fuyant, elle tomba du haut d'une montagne. Quand ils allèrent vérifier, ils ne trouvèrent plus son corps, mais découvrirent un objet tombé d'elle, révélant qu'elle était une voyante du palais royal. Ils commencèrent alors à enquêter parmi les voyantes et comprirent vite qui était absente. Ils décidèrent de tirer parti de la situation en affirmant que le prince aimait cette voyante et qu'il lui avait demandé de jeter un sort pour nuire au roi. Les soldats se mirent donc à la chercher pour la juger. À ce moment-là, elle se trouvait encore dans la forêt, avançant difficilement à cause de ses blessures, avant de s'évanouir devant une femme noble. Celle-ci ordonna aussitôt à ses serviteurs de la descendre de sa voiture et prit soin d'elle personnellement. Elle la cacha même des gardes. La voyante la remercia chaleureusement et lui révéla qu'elle était enceinte d'une magnifique petite fille. Mais soudain, la voyante eut une vision. Elle vit que cette petite fille serait tuée un jour. Elle promit alors à la femme qu'elle la protégerait, et que même après sa mort, quelqu'un veillerait sur elle. À peine eut-elle quitté la femme qu'on l'arrêta. On la tortura pour qu'elle avoue un lien avec le prince, mais elle refusa de mentir. En prison, Jang vint la voir pour s'assurer qu'elle allait bien. La voyante la supplia alors de protéger la petite fille, mais elle n'eut pas le temps de lui donner des détails avant qu'on l'emmène pour l'exécuter. Le jugement fut exécuté, et la pauvre voyante mourut injustement, laissant Jang dans une profonde tristesse et une grande confusion, car elle ignorait qui elle devait protéger. Les années passèrent, et le palais entra dans une période de fêtes grandioses pour honorer de jeunes talents dans les domaines de la science, de la littérature et de l'armée. L'un d'eux était Io, un jeune homme très cultivé, le meilleur étudiant en littérature du royaume. Le roi décida de le récompenser. Fils aîné d'un grand érudit, sa famille était très fière de lui, surtout sa petite sœur. Alors qu'elle regardait la cérémonie, elle remarqua un papillon à côté d'elle. Curieuse, elle le suivit jusqu'à un mur, où elle vit un homme en train de sauter par-dessus. En le voyant, elle fut un instant éblouie par sa beauté, avant qu'il ne tombe sur elle. En voyant l'objet qu'il portait, elle pensa immédiatement qu'il s'agissait d'un voleur, sans savoir qu'il était en réalité le prince héritier, essayant de s'échapper du palais. Il refusa de lui dire la vérité, et prétendit être l'un des jeunes honorés par le roi. Elle lui répondit que c'était un mensonge, car son frère faisait partie des récompensés. Il répliqua qu'il était honoré pour son service militaire. Elle insista, « Mensonge! Celui qui est honoré, c'est mon frère. » Elle menaça alors d'appeler les gardes, mais il la supplia de fuir avec lui, expliquant qu'il n'était pas un voleur et qu'il quittait le palais pour rencontrer son frère, le prince aîné, banni du royaume parce qu'il n'était pas le fils de la reine. Le roi n'aimait pas sa présence, craignant qu'il ne crée des tensions avec le prince héritier. Tout en parlant, il lui raconta son histoire, sans lui révéler son identité. Elle, très intelligente, le comprit et tenta de le réconforter, disant que son frère devait sûrement comprendre la situation. Ses paroles le rassurèrent, et il la ramena ensuite au palais sans jamais lui dire qui il était. Ce n'est que lorsqu'elle monta dans sa voiture qu'un serviteur lui remit un message révélant qu'il s'agissait du prince héritier. D'abord, elle n'y crut pas, puis, en comprenant, elle resta sous le choc. Le prince aîné, en la voyant ainsi, lui offrit une pierre qu'il appela « la pierre des problèmes », assurant qu'elle résoudrait tous ses soucis. Elle ignora son commentaire, et plus tard, le prince aîné alla retrouver son frère et leur amillon. Ces derniers lui reprochèrent d'avoir vu la jeune fille avant eux et menacèrent d'en parler au roi. Il répondit « Je l'aime, que puis-je y faire ? Mais d'accord, je ne la reverrai plus. » Plus tard, en se promenant au marché, il vit un groupe d'escrocs exploitant des enfants pour soutirer de l'argent aux passants, prétendant avoir des pouvoirs magiques. Il sauva une fillette d'entre leurs mains, mais on le chassa. C'est alors que Jang, la voyante revenue de voyage, intervint. En le voyant, elle comprit qu'il était le deuxième prince du royaume et décida aussitôt de l'aider,
en particulier à protéger la fillette, car elle sentit en elle une grande force spirituelle. Elle prit l'enfant et disparut avec elle. De son côté, le prince héritier se vit assigner un nouveau professeur de littérature, le frère de l'héroïne, sans le savoir. Au début, il le taquinait sans cesse, si bien que le jeune homme rentrait chaque jour abattu chez sa sœur, qui croyait que le prince s'en prenait à lui à cause d'elle. Un jour, elle décida de l'aider et lui suggéra une façon de traiter le prince, la compétition intellectuelle. Le prince lui posa alors une énigme qu'il ne sut pas résoudre, mais que la petite princesse, sœur du prince héritier, résolut immédiatement. Dès qu'elle vit le jeune érudit, elle fut fascinée par lui. Le prince héritier, qui apprit que Io était le frère de la jeune fille qu'il aimait, s'attacha encore plus à lui, disant « Tu as de la chance, ta sœur est cultivée et sait débattre. La mienne ne fait que pleurer. » À ce moment, sa sœur entra en hurlant, les larmes aux yeux, affirmant qu'elle le détestait. Elle alla voir Io en disant « Je ne suis pas une pleurnicheuse, je suis intelligente », alors qu'elle pleurait encore. Pour la calmer, il lui dit doucement que ses larmes risquaient d'abîmer ses beaux yeux. Elle, flattée, lui répondit « Tu veux dire que je suis belle ?» Ravie, elle partit toute joyeuse et demanda aussitôt au roi de lui permettre d'étudier aussi. Le roi refusa, estimant que ce n'était pas convenable. Ne comprenant pas, elle se remit à pleurer. Le ministre, jaloux, se demanda « Pourquoi le fils du grand érudit est-il tant honoré? Moi aussi j'ai une fille. » Il proposa alors qu'on nomme une enseignante pour la princesse, afin qu'elle aussi apprenne. Il suggéra évidemment sa propre fille. Le roi, irrité, répliqua « La fille du grand érudit existe aussi. J'ai entendu dire qu'elle est intelligente et cultivée. » On décida donc d'engager les deux jeunes filles. Lorsque Jang arriva au palais, elle posa les yeux sur notre héroïne et comprit aussitôt qu'elle était celle qu'elle devait protéger. Plus tard, elle la revit et réalisa qu'elle était la rusée du destin, la méchante du drame. En effet, c'était une fille malicieuse. Autrefois, lorsqu'une servante de l'héroïne l'avait heurtée par accident au marché, elle s'était vengée cruellement, accusant la servante de vol et la faisant torturer jusqu'à l'épuisement. Quand l'héroïne apprit ce qui s'était passé, elle intervint et l'arrêta, disant « Tu ne peux pas faire ça, cette servante est comme un membre de ma famille. » En réalité, même sans raison particulière, elle ne supportait déjà pas l'héroïne et elle la détesta encore plus lorsque la princesse commença à s'intéresser à elle, sans parler du fait que le prince héritier, en apprenant que l'héroïne était entrée au palais, lui envoya une lettre. Et ce n'est pas tout, même le roi, lorsqu'il la rencontra, manifesta une attention particulière envers elle. Tout cela mit la fille du ministre dans une position très embarrassante vis-à-vis de son père, dont elle avait une peur terrible. Il la réprimanda sévèrement, lui disant qu'elle était une incapable, puisqu'une simple fille comme l'héroïne avait réussi à gagner l'amour de la princesse. Alors, elle tenta de se justifier en disant « Ce n'est pas ma faute. La princesse ne l'aime pas pour elle-même, c'est parce qu'elle est la sœur de Io. » Le père comprit alors que la princesse aimait Io, et décida d'utiliser cette carte à son avantage. Il rapporta tout cela à la reine-mère, qui continua à lui répéter de ne pas s'inquiéter. Quoi qu'il arrive, elle choisirait sa fille comme future reine héritière. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le prince héritier, lui, était tombé amoureux de l'héroïne. Même son serviteur avait été envoyé pour la faire venir, ce qui la terrifia. Elle pensa qu'il voulait se venger d'elle. Quand le serviteur lui demanda si elle était bien l'héroïne, elle répondit non et il pensa aussitôt que c'était l'autre fille, qui l'emmena au prince héritier. Celui-ci, en la voyant, fut choqué. Il s'excusa et lui expliqua qu'elle n'était pas la personne qu'il cherchait, avant de quitter précipitamment le palais, poursuivi par elle. Des rumeurs commencèrent à circuler à leur sujet. La fille du ministre, enragée, fit semblant devant l'héroïne et lui dit que le prince héritier avait demandé à la voir et qu'il l'aimait. L'héroïne, bouleversée, s'effondra. Pendant ce temps, le roi convoqua le prince héritier pour le réprimander. Il avait entendu parler de l'incident et pour faire taire les rumeurs, il ordonna de le marier rapidement. Il ajouta que le choix de l'épouse appartenait à la reine-mère. Le prince refusa catégoriquement, car il savait que la famille du ministre présenterait leur fille comme candidate. Or, cette fille était précisément celle qu'il aimait. Si la reine-mère devait choisir, elle favoriserait forcément la fille du ministre. Cela signifiait que l'héroïne, elle, serait humiliée. Toute jeune fille se présentant dans ce concours offrait en quelque sorte sa main au prince héritier, qu'elle devienne reine, épouse ou simple concubine. Il refusa donc cette humiliation. Le roi, impressionné par sa détermination, lui dit « Si tu parviens à empêcher la reine de choisir elle-même ton épouse, je te reconnaîtrai officiellement comme héritier du trône. »
Le prince utilisa alors tout son charisme pour convaincre les nobles de s'opposer à la reine-mère et d'exiger un choix équitable. Le roi, séduit par sa sagesse, fut sur le point de l'annoncer héritier, lorsque le prince cadet intervint en disant « Moi, j'aime l'héroïne et je veux l'épouser ». Le roi se retrouva déchiré. Devait-il choisir entre son fils aîné et son cadet? Finalement, il décida de sacrifier l'amour du cadet. Ce dernier fut bouleversé d'apprendre que son père approuvait la candidature de l'héroïne comme épouse du prince héritier. Il lui cria « Tu m'as trahi, tu as vendu mon amour ». Mais le roi répliqua « Cesse donc de convoiter les biens de ton frère ». À partir de là, une rancune grandit dans le cœur du prince cadet. Il avait toujours tout perdu face à son frère, même la seule chose qu'il désirait vraiment, l'héroïne. Pendant ce temps, l'héroïne entra dans les épreuves pour devenir future reine. Elle réussit à atteindre la dernière étape, parmi 3 finalistes. Le roi leur posa une seule question. « Quelle est ma valeur ?» La première jeune fille répondit « Je ne sais pas, Majesté. Mon père m'a toujours dit que le savoir était réservé aux hommes. Je ne connais donc pas le plus grand des nombres, mais pour moi, vous êtes le plus grand de tous. » Le roi hocha la tête. Puis, il interrogea la fille du ministre, qui se mit à le flatter. « Ô Majesté, on ne peut pas mesurer votre valeur. Il n'existe aucune unité pour quantifier la grandeur de la mer ou du ciel. » Le roi, flatté, approuva. Enfin, il demanda à l'héroïne. Elle répondit calmement. « Vous valez une seule pièce d'or. » Tout le monde fut choqué. Elle expliqua. « Les riches ne se soucient pas de la valeur de l'argent, mais pour les pauvres, une pièce d'or peut tout changer. De même, pour le peuple, vous êtes cet espoir unique. » Le roi, impressionné par sa sagesse, déclara « Voilà la future reine. » Et elle fut choisie comme princesse héritière. La reine-mère entra alors dans une colère noire, mais dissimula sa rage derrière un faux sourire, la félicitant à contre-cœur. Immédiatement, elle fit venir la voyante Zhang et lui ordonna de lancer un sort pour tuer la jeune fille. Zhang demanda les ingrédients du rituel et elles commencèrent leur plan visant à éliminer la pauvre héroïne, naïve et pure. Chaque jour, le prince héritier venait la voir pour la réconforter et la divertir, car elle était seule. Il l'aimait sincèrement et craignait pour elle et il avait raison. Une nuit, après qu'elle se fût endormie, la reine-mère et Zhang lancèrent le sort noir. L'héroïne sentit soudain la mort approcher, suffocant dans son sommeil. Mais elle ne mourut pas immédiatement. Inquiète, la reine-mère fut rassurée par Zhang, qui lui assura qu'elle ne tarderait pas à mourir, comme d'une maladie naturelle. Peu après, les ministres, manipulés par la reine-mère, demandèrent au roi de la renvoyer du palais, craignant une contagion. Le roi, à contre-cœur, accepta. Le prince héritier assista impuissant à la scène, voyant la femme qu'il aimait souffrir et se dégrader sous ses yeux. Renvoyée dans sa famille, elle dépérissait lentement, chaque jour plus faible. Le prince lui rendit visite, lui offrit une épingle à cheveux et lui jura qu'elle était sa seule reine, qu'il l'attendrait toujours. Après son départ, Zhang se présenta chez eux, annonçant au père de la jeune fille qu'elle était victime d'un sort et qu'il fallait un sacrifice pour le briser. Le père, pensant qu'il devait se sacrifier lui-même, accepta avec courage avant d'apprendre que c'était en réalité sa fille qui devait mourir. Sous le choc, il refusa d'abord, mais voyant qu'elle agonisait lentement, il décida de lui donner le remède que Zhang lui avait remis. Elle, épuisée, écrivait une lettre au prince héritier avant de s'endormir. Son père entra dans la chambre, en pleurs, et lui donna le breuvage en s'excusant de ne pas avoir su la protéger. Elle le consola en lui disant qu'elle lui pardonnait et qu'il n'était pas fautif. Puis elle mourut dans ses bras. Sa mère entra, effondrée, tandis que le prince héritier, en apprenant la nouvelle, s'enfuit du palais pour aller la voir. Les gardes l'en empêchèrent, lui interdisant toute sortie. Il fut anéanti, ne pouvant même pas assister à son enterrement. Au tombeau, tous pleuraient, surtout le prince cadet, rentré de voyage, rongé par le remords de ne pas l'avoir emmené avec lui pour fuir ensemble. Mais le plus étrange arriva ensuite. Dans la tombe, la jeune fille fut retrouvée vivante. Zhang, accompagnée de Séol, la sœur de l'héroïne, l'avait sauvée. Séol, vendue à un homme violent, était venue pleurer sur la tombe de sa sœur, et découvrit qu'elle respirait encore. Tout cela faisait partie du plan secret de Zhang pour la protéger. Cependant, à son réveil, l'héroïne ne se souvenait plus de rien, et c'était mieux ainsi, car si elle retrouvait la mémoire, la reine-mère la tuerait à nouveau sans hésiter. Zhang la convainquit qu'elle était sa fille spirituelle, dotée d'un pouvoir divin, et que son amnésie venait de sa nature de voyante. Elle la crut.
Quand elle demanda des nouvelles de sa famille, on lui répondit qu'on l'avait trouvée dans la rue. Elle éclata en sanglots, croyant que ses proches l'avaient abandonnée, ignorant qu'ils étaient tous dévastés par sa mort, surtout le prince héritier. Le prince cadet lui avoua qu'il n'avait pas su la protéger et qu'il était en partie responsable de sa mort, ce qui anéantit le prince héritier car, hélas, c'était vrai. Et le coup final vint quand son père et la reine-mère annoncèrent son mariage avec la fille du ministre. Le prince, fou de douleur, fut contraint d'obéir. Les années passèrent. Le roi mourut. Le prince héritier devint roi, et la fille du ministre, reine. Mais malgré le temps, jamais il n'oublia l'héroïne. Et c'est pour cela que, jusqu'à présent, il n'a pas consommé son mariage avec la reine, ce qui rendait fou le ministre et la reine-mère, qui voulaient à tout prix obtenir un héritier pour le trône. Lui, au contraire, n'en avait rien à faire, et chaque fois qu'il voyait la reine, il la rabrouait et partait. Pourtant, il était un roi juste avec son peuple et aimait, de temps en temps, aller prendre de leurs nouvelles. Cette fois, il décida de passer par un village où il avait entendu dire que la pauvreté s'était répandue, afin de voir le peuple de ses propres yeux. À ce moment-là, notre héroïne arriva aussi là-bas. Les gens se rassemblèrent pour voir le roi. Elle se tint parmi eux, et voilà. Dès que le cortège passa, elle vit de nouveau un papillon à côté d'elle. Cela la fit se lever, et aussitôt son regard se posa sur le roi. En l'apercevant, elle se mit à pleurer sans comprendre, ce qui attira l'attention des gens autour d'elle, parmi eux, le prince, qui, au début, ignora la scène, puis remarqua sa ressemblance avec Yuno. Il se leva en hâte pour aller la voir. Mais Séol décida de l'emmener. Ce qui se passa attira le regard du roi, mais il n'eut pas le temps de la voir. De retour au palais, il dit à sa famille, « Quel village pauvre !» Ils étaient tous bien habillés. Il sentit qu'on avait sélectionné des personnes pour l'apercevoir. Il décida, comme à son habitude, de s'échapper du palais avec son garde personnel afin de vérifier l'état réel du peuple. Il vit alors combien les gens souffraient, et se mit à aider des enfants qui lui dirent que leurs parents avaient été emmenés de force pour construire un palais pour la reine. Il s'étonna de ne pas être au courant, mais on remarqua aussitôt quelqu'un de l'entourage du ministre en train de les surveiller. Ils se mirent donc à courir vers la forêt pour l'égarer. Là, le roi crut voir l'ombre de Yuno qui lui souriait. Il perdit la tête et se mit à lui courir après, jusqu'à ce qu'ils se perdent eux-mêmes. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que l'héroïne arrive. Au début, il la prit pour Yuno, puis comprit que c'était une autre jeune femme. Elle leur proposa son aide, les emmena chez elle et leur servit du thé. On refusa de boire, elle lui dit, « N'est-ce pas à vous de goûter avant lui ?» Ce qui lui fit comprendre qu'elle savait que l'autre était le roi, car les gardes et les serviteurs goûtent la nourriture avant le souverain. Il l'attrapa aussitôt et lui demanda comment elle avait su qu'il était le roi. Effrayée, elle répondit tout de suite qu'elle l'avait vu le matin même dans le cortège. Il en conclut qu'elle n'était pas Yuno. Jusque-là, il doutait encore et s'était convaincu que leur ressemblance était une coïncidence. Il décida de partir, mais, avant de s'en aller, lui demanda son nom. Elle répondit que, comme elle était voyante, elle n'avait pas encore de nom. Il lui dit, « Comment ça ? C'est moi qui vais te nommer. » Et il la baptisa d'un nom signifiant « la lune ». Elle fut ravie de ce nom. Puis il reprit sa route et rencontra son frère, le prince. Ils marchèrent ensemble. Le roi lui demanda s'il pensait toujours à Yuno. Le prince répondit qu'il voulait l'oublier mais que son cœur refusait. Quoi qu'il en soit, elle a disparu de ce monde, ajouta-t-il. Le roi le comprit, puisqu'il souffrait de la même peine, à ceci près qu'il souffrait davantage à cause de l'insistance de la reine pour qu'ils achèvent le mariage. Cette fois, elle entra dans une colère jurée de lui donner un héritier. De ces pressions, il tomba malade comme d'habitude, et l'on chercha une solution, au lieu qu'il s'évanouisse chaque fois qu'il la voyait. Un homme proposa alors à la reine-mère d'amener une voyante puissante pour faire un sort qui absorberait cette mauvaise énergie, et le guérirait aussitôt. « Qui amener ?» demanda-t-elle. Il répondit, « Elle vient de rentrer de voyage, je vais aller lui parler. » Il alla lui demander de revenir au palais. Elle refusa, bien sûr. Il décida donc d'enlever l'héroïne, puisqu'elle était sa fille spirituelle, et fit poursuivre la jeune femme par ses hommes. Le prince la vit de nouveau et n'en crut pas la ressemblance avec Yuno. Il lui saisit la main et se mit à courir pour la mettre à l'abri. Mais les hommes du palais lui assénèrent un coup à la tête et l'emmenèrent, tandis qu'ils conduisirent l'héroïne au quartier des voyantes. Elle refusa d'obéir. La chef des voyantes lui donna une gifle. « Pour qui te prends-tu ? Fille d'une grande famille. Exécute les ordres et tais-toi. » On la prépara pendant qu'elle sanglotait,
jusqu'à ce qu'on l'amène dans la chambre du roi, qu'on avait endormi avec un sédatif. Dès qu'elle entra et le vit, elle fut submergée de joie, resta près de lui pour l'apaiser, surtout lorsqu'elle l'entendit murmurer avec chagrin le nom d'une jeune femme, le sien, en vérité. Elle se mit à espérer être Yuno, juste pour alléger sa peine, sans savoir qu'elle l'était. Après sa venue, le roi se réveillait chaque jour en pleine forme et heureux. Tous crurent que c'était l'efficacité du talisman humain, ignorant que c'était parce que son cœur ressentait la présence de Yuno. Il demanda même à On si quelqu'un venait la nuit. On répondit que non. Mais notre roi, cette fois, fut prudent et ne but pas tout son thé. Lorsque la jeune femme s'approcha et le toucha, il ouvrit soudain les yeux, la saisit et lui demanda qui elle était. L'atmosphère se tendit. Il avait découvert sa présence. L'homme qui l'avait amenée tenta d'expliquer qu'elle n'était qu'un talisman, destiné à éloigner ses troubles et sa maladie. Le roi répliqua, « Si ce n'est qu'un talisman, pourquoi me touche-t-elle » On l'emmena pour la réprimander d'avoir touché le roi et on la mit sous garde. Le roi ordonna alors à On d'enquêter sur elle, au cas où elle serait une espionne du ministre, tout en espérant qu'elle ne le soit pas. On revint en disant qu'elle n'était qu'une fille ordinaire, sans aucune affiliation. Le roi ordonna alors sa grâce. On s'apprêtait justement à lui marquer le visage au fer comme traîtresse. Le serviteur du roi les arrêta aussitôt. Le roi la graciait. De retour dans sa chambre, la première chose qu'elle fit fut d'écrire une lettre au roi. Elle sortit acheter du papier et se mit à se souvenir, par bribes, qu'elle était venue ici autrefois pour écrire une lettre au prince héritier. Elle ne comprit pas que c'étaient ses propres souvenirs. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée du prince, tout heureux de l'avoir retrouvée. Il lui demanda son nom, pour vérifier. Elle répondit, « Je suis Wol ». Puis elle partit pour écrire au roi la lettre qu'on lui avait demandée pour aujourd'hui. Elle fut surprise de le trouver éveillé. Vite, elle lui dit qu'elle était son talisman et qu'elle l'aiderait. Au même moment, la reine apprit l'histoire et, jalouse à l'idée qu'une autre femme dorme chaque nuit auprès du roi, voulut voir la situation par elle-même. On tenta de l'en empêcher, en vain. Elle entr'ouvrit la porte et aperçut la jeune femme vaguement mais vit surtout le roi, clairement fasciné par celle qui se tenait près de lui. Elle fut anéantie. Il pensait à une autre, et qui plus est, une voyante. De fait, le roi s'intéressait beaucoup à Wol. En remarquant les bleus qu'elle avait reçus en prison, il ordonna au médecin royal de la soigner lui-même. Puis il s'endormit à ses côtés. À son réveil, on lui remit sa lettre. Elle lui écrivait qu'elle était bien son talisman, mais que cela n'empêchait pas qu'elle fût un être humain. Il comprit qu'elle parlait de ses propos et du fait qu'elle l'avait touché et qu'on l'avait blâmé. Il fut charmé par la manière cultivée dont elle lui répondait, étonné de sa capacité à écrire et à s'exprimer ainsi, ce qui lui rappela combien il avait été impressionné par la culture de Yuno. Il sourit de leur ressemblance. Il alla ensuite trouver la reine pour lui dire, poliment, de ne plus venir le voir. Elle en fut d'autant plus furieuse et elle avait, il faut l'avouer, de quoi l'être. Cette fois, c'est lui qui demanda Wol en personne. Non content de la garder près de lui la nuit, il décida de se promener avec elle. En passant devant le palais de la princesse héritière, Wol eut un flash. Elle se revit en pleurs lorsqu'on l'avait chassée, sans comprendre encore que c'étaient ses propres souvenirs. Et à ce moment-là, elle pensa que si elle avait pu voir le passé du roi, c'était uniquement grâce à ses dons de voyante. Elle lui demanda alors s'il était l'enfant qu'elle avait vu pleurer dans sa vision. Le roi, bouleversé qu'elle ait deviné cela, lui demanda aussitôt ce qu'elle avait vu exactement. Il gardait un mince espoir qu'elle soit encore Yuno, mais il fut déçu quand elle affirma que c'était simplement le résultat de ses pouvoirs. Il l'emmena alors dans un endroit isolé et continua à l'interroger, lui demandant si elle se souvenait de lui. En comprenant qu'il se rappelait bien d'elle, elle insista pour dire qu'elle n'était pas cette femme. Alors, il se mit en colère et lui ordonna de ne plus jamais dépasser les limites avec lui. Puis, il demanda à ses gardes de la raccompagner. De retour au palais, il reçut la visite du frère de Yuno, venu lui remettre la dernière lettre qu'elle avait écrite avant sa mort, une lettre que personne n'avait osé lui transmettre. En la lisant, le roi éclata en sanglots. Même dans ses derniers instants, Yuno pensait à lui et l'exhortait à prendre soin de sa santé. On voyait à l'écriture qu'elle avait peiné à tracer ces mots. En larmes, il demanda qu'on lui apporte sa toute première lettre pour relire encore son écriture. C'est alors, au milieu de son chagrin, qu'il remarqua la ressemblance entre l'écriture de Yuno et celle de la voyante. Il les compara et constata qu'elles étaient identiques. Il comprit aussitôt qu'il s'agissait de la même personne et ordonna qu'on la lui amène immédiatement. Sur le chemin, le prince la vit et apprit qu'elle servait désormais le roi. Il fut furieux, même cette fille qu'il aimait appartenait encore à son frère.
De retour auprès de sa mère, la reine-mère, qui comme toujours l'interrogeait sur la santé du roi, il s'emporta. Pourquoi devait-il toujours se soucier des autres? Il déclara qu'à partir de ce jour, il ne laisserait plus rien ni personne à son frère. Pendant ce temps, l'héroïne fut amenée devant le roi, qui commença à l'interroger. D'où venait-elle? Où était-elle née? Où était sa famille? Elle répondit qu'elle ne s'en souvenait pas, qu'elle avait perdu la mémoire. Cela éveilla encore plus les soupçons du roi. Elle s'en rendit compte et tenta de le rassurer en disant qu'il devait cesser de la confondre avec une autre, qu'elle n'était que Wol, la voyante. Elle retourna voir Jang et lui demanda de la faire quitter le palais, car sa présence près du roi ne servait à rien. Il ne voulait pas d'elle, mais de celle qu'il croyait voir à travers elle. Jang, ému, finit par accepter, sans savoir que le roi avait rouvert l'enquête sur la mort de Yuno. Il trouva étrange qu'elle soit morte soudainement après avoir été proclamée princesse héritière. Si sa maladie avait commencé avant, sa famille aurait pu protester, mais non, tout s'était produit juste après l'annonce officielle. Il ordonna donc de réexaminer les faits et, manipulé par les partisans du ministre, punit la famille de Yuno pour avoir, selon eux, caché sa maladie alors qu'il n'avait rien dissimulé. Cette vengeance politique visait le grand érudit, père de Yuno, un homme honnête que le ministre détestait. La fille de l'érudit, princesse par mariage, était mariée au frère du roi, ce qui empêchait son mari d'occuper un poste politique. Après la mort du père, la famille perdit sa position. Quand le roi repensa à tout cela, il sentit qu'une injustice s'était produite et ordonna de revoir le dossier complet de l'affaire. Mais les documents officiels ne contenaient rien d'anormal, ce qui le laissa perplexe. Comme souvent, il décida de quitter le palais en secret avec On, pour marcher parmi le peuple. Pendant ce temps, au palais, Jang avait chassé Wol. La reine-mère l'avait accusée d'avoir révélé au prince où elle se trouvait. Le prince, ravi, accueillit alors la jeune femme chez lui et chercha à la revoir. Il lui envoya un message pour qu'elle vienne chercher certaines affaires. Le prince, impatient, se réjouissait de la revoir, mais elle fut retardée. Sur le chemin, elle vit un noble de la clique du ministre maltraiter un enfant qu'il accusait à tort de l'avoir bousculé. Wol intervint aussitôt, protégeant le garçon et humiliant le noble. Les gardes allaient la saisir quand le roi apparut, la prit par la main et l'entraîna avec lui en courant. Dans leur fuite, ils bousculèrent le ministre lui-même sans s'en rendre compte. Le ministre reconnut le roi, mais fit semblant de rien. Une fois éloigné, le roi gronda Wol. « Tu es inconsciente, pourquoi te mêler de problèmes qui ne te concernent pas ?» Puis, ils marchèrent ensemble dans le marché et tombèrent sur une troupe qui jouait une pièce moqueuse sur le roi. Intrigué, il voulut s'asseoir pour écouter, mais il n'avait pas d'argent. Wol paya pour eux. Tout au long de la représentation, il ne parvint pas à se détendre. Les acteurs se moquaient du roi, le dénigraient, et il devait baisser la tête à chaque fois qu'ils évoquaient son nom. Il mourait d'envie de se lever et de crier. Vous ne savez pas à qui vous parlez, mais la situation ne s'y prêtait pas. Pour se distraire, il engagea la conversation avec Wol. Il lui parla de Yuno, de sa mort, qu'il jugeait de sa faute, et lui avoua qu'il ne se le pardonnait pas. Puis, avec une tristesse profonde, il ajouta « Toi qui es voyante, si un jour tu rencontres son âme, dis-lui que je l'aimais vraiment. » Ces mots touchèrent Wol au plus profond d'elle-même. Le prince, qui les observait, fut rongé de jalousie. Après la pièce, le roi dut partir rapidement. Wol se souvint soudain qu'elle devait voir Séol et s'apprêta à partir, mais le prince apparut devant elle. « Tu te souviens encore ?» lui dit-il d'un ton amer. Comme toujours, elle lui répondit avec douceur, ce qui l'irrita davantage, et il s'éloigna brusquement. De retour au palais, Wol demanda à Jang la permission de voir le roi une dernière fois pour lui dire adieu. Jang, inquiète, refusa et tenta de lui rappeler qu'elle n'était qu'un talisman, et qu'il n'y avait pas de place pour les adieux entre eux. Quand le roi demanda à la voir, on lui envoya une autre jeune femme à sa place. Sur le chemin, la reine croisa le cortège et par curiosité, voulut voir cette supposée voyante. En l'apercevant, elle fut soulagée. La fille ne ressemblait en rien à Yuno, elle craignait justement que celle-ci soit encore en vie. Mais dès que le roi vit la jeune femme, il fut frappé. Ce n'était pas elle. Furieux, il exigea qu'on lui amène Wol immédiatement et lorsqu'elle arriva, il s'emporta. « Tu comptais partir sans me prévenir ?» Elle tenta encore de lui dire qu'elle n'était pas Yuno, mais il refusa de l'écouter. « Même si tu n'es pas elle, reste à mes côtés. » Il était sincèrement heureux de sa présence. Mais ce bonheur fut de courte durée. Les astrologues du palais vinrent lui rappeler son devoir de roi, consommer son mariage avec la reine et donner un héritier. Il prétexta encore la maladie, mais le médecin royal affirma qu'il allait parfaitement bien.
La reine, lassée de ses refus, décida d'utiliser son attachement pour Wol contre lui. Elle demanda à son père, le ministre, de le menacer. S'il ne remplissait pas son devoir conjugal, il ferait du mal à la voyante, dont la fonction était justement de le soulager. À quoi sert-elle, alors, si elle ne te guérit pas? Sous cette pression, le roi céda et se rendit auprès de la reine, comme une ombre. Quand Wol apprit la nouvelle, elle s'effondra en larmes, passant la nuit dehors à contempler le ciel. Le prince la vit ainsi, peiné pour le roi, et, ému malgré lui, resta à ses côtés pour la consoler. Mais rien ne se passa cette nuit-là entre le roi et la reine, car le voyant allié de Jang intervint en secret. Il lança un sort pour affaiblir le roi et le détourner de la reine, sachant que si elle lui donnait un héritier, son père, le ministre, prendrait le pouvoir. Le roi tomba gravement malade, sans que personne ne comprenne pourquoi. Pourtant, dès que Wol s'approcha de lui, il se calma aussitôt, ce qui étonna tout le monde. Mais on l'accusa immédiatement d'être la cause du mal du roi, de lui avoir jeté un sort lors de sa nuit avec la reine. Le ministre, triomphant, lui dit froidement, « De toute façon, tu es déjà compromise dans ce crime. Avoue, et ce sera plus simple. » Elle refusa, affirmant qu'elle n'avait rien fait. Ils la torturèrent. Lorsque le roi apprit ce qui se passait, il accourut pour arrêter le supplice. Mais malgré son autorité, le ministre l'arrêta en déclarant « Des rumeurs courent déjà sur votre relation avec cette fille. Si vous la protégez encore, ces rumeurs deviendront des certitudes. » Le roi resta pétrifié, impuissant, pris entre son amour et sa couronne. Et, au même moment, Jang était dans le même état, morte d'inquiétude pour elle, au point d'aller menacer la reine-mère en personne. Elle lui dit que si elle ne protégeait pas sa fille, cette fois-ci, elle révélerait ce qu'ils avaient fait 8 ans plus tôt lorsqu'ils avaient, ensemble, tué la princesse héritière. La reine-mère fut terrifiée. Puis le roi lui-même vint la supplier d'arrêter la torture. Elle accepta, espérant lui faire rendre un service plus tard. Mais elle n'eut pas le temps d'agir, car le prince intervint et déclara qu'il se trouvait avec Wol au moment où le roi était avec son épouse, et qu'elle n'avait lancé aucun sort. Quand le roi apprit que son frère posait aussi les yeux sur elle, il le fit venir et lui demanda pourquoi. Le prince répondit qu'il l'aimait et qu'il était prêt à tout abandonner pour elle, à l'inverse du roi, pensait-il. Le roi lui dit qu'il se trompait, rester près d'elle ne la mettrait pas en sécurité, bien au contraire, tout le monde s'en prendrait à elle, et lui, le roi, serait contraint par les rumeurs. Le prince ne comprit pas qu'il parlait ainsi pour le protéger. Il crut qu'on voulait, encore une fois, le priver de tout ce qu'il aimait, et il continua donc à la défendre. La torture fut alors stoppée, et l'on décida de la punir en l'envoyant travailler dans une clinique loin du palais. Quand le roi apprit qu'elle partait, il se rendit en personne à la prison et lui dit qu'il était désolé de n'avoir pas su la protéger. Comme toujours, elle répondit qu'elle n'était pas fâchée contre lui. Il se mit à pleurer pour elle, se disant qu'il la perdait comme il avait perdu Yuno autrefois. Le lendemain, lorsqu'on la transféra, on cria dans les rues qu'une voyante avait fait du mal au roi par un sort. La foule crédule se rua sur elle et la lapida de pierres. Sa mère, qui passait par là, l'aperçut et, frappée par sa ressemblance avec Yuno, sa propre fille, tenta de l'approcher, mais les gardes l'en empêchèrent. Elle rentra chez elle en larmes, convaincue d'avoir vu Yuno. Au milieu du chemin, on ramena Wol au palais à l'insu du roi et on la plaça dans le palais de la princesse héritière. Pourquoi? Parce que, ces derniers temps, on y entendait des pleurs la nuit, la reine-mère et la reine les entendaient elles-mêmes car elles avaient participé à sa mort. Elles se plaignirent à l'astrologue, qui répondit qu'il fallait une voyante puissante pour absorber l'énergie maléfique du lieu. Comme toujours, il ne connaissait qu'un seul rituel. On ne trouva personne d'autre à sacrifier que notre héroïne, sachant que celle qui tente ce rite risque fort d'en mourir. On l'emmena donc au palais de la princesse héritière. Elle frappa d'abord pour qu'on lui ouvre. Personne ne répondit. Elle dut s'asseoir, et c'est alors qu'elle se vit enfant et se souvint de tout ce qui lui était arrivé en ce lieu. Elle comprit que c'était sa vie, qu'elle était bel et bien Yuno, comme le roi l'avait pensé. Le lendemain, quand on ouvrit, on fut stupéfait de la trouver vivante. Elle leur lança un regard de dégoût, puis alla retrouver son ami Séol. En la voyant, Yuno retrouva tous ses souvenirs et lui parla de sa famille. Ils allaient bien à présent, mais son père était mort, et sa mère restait la plupart du temps malade de chagrin. Quant à son frère, il vivait avec la princesse, qu'il avait épousée juste après la mort de Yuno. Yuno s'étonna, mais décida d'enquêter seule. Plus tard, à la clinique, elle trouva le prince, qui aidait tout le monde. Ils jouèrent même avec les enfants. Le roi, qui les vit, en fut jaloux et voulut piquer le prince.
À la clinique, le prince lui remit la pierre. Elle s'exclama. Ah, c'est la pierre des problèmes. Il n'y fit pas attention et s'éloigna, avant de se souvenir que la seule à connaître cette pierre était Yuno. Il comprit, voulut la rattraper pour lui parler, mais tomba nez à nez avec le roi, et tous deux discutèrent. De son côté, une servante de la reine vint chercher Wol. La reine avait découvert que la jeune femme qui venait chaque nuit auprès du roi n'était pas la même, et elle exigea de voir la véritable talisman. Dès qu'elle l'aperçut, elle revit Yuno en elle et fut de plus en plus terrorisée, mais feignit l'indifférence envers notre héroïne. Yuno retourna se promener dans son ancien palais. Le roi l'Y surprit. Elle tenta de fuir. Il la rattrapa et lui demanda pourquoi elle était venue. Elle prétexta s'être perdue, puis s'éclipsa rapidement. Elle jugeait ne pas le mériter, puisqu'elle ne l'avait pas reconnu dès le départ, ayant oublié son amour pour lui. Elle croisa Jang, qui comprit qu'elle avait tout retrouvé. Yuno lui raconta alors toute l'histoire depuis le début. Son ami avait juré de la protéger, surtout quand la reine-mère lui avait ordonné de la tuer. Jang lui dit de révéler la vérité. Yuno apprit que beaucoup étaient impliqués, notamment la princesse, la sœur de la reine qui, jeune, aimait le frère de l'héroïne. Comme le roi avait refusé ce mariage, la reine-mère l'avait poussé à participer au rituel, et c'est elle qui avait demandé la mort de l'héroïne. Yuno fut bouleversé. Jang ajouta que l'ancien roi avait découvert la vérité. Pour éviter le scandale, il avait caché l'affaire et marié la princesse héritière à une autre femme, craignant pour la réputation de sa fille et de la reine-mère. Yuno se rongea. Si elle révélait tout, son frère, désormais mari de la princesse, serait aussi puni. Le roi, de son côté, convoqua Jang, la soupçonnant d'avoir jeté un sort à Yuno autrefois. Il lui demanda si elle avait tué la princesse héritière. Elle répondit que son rituel n'avait pas abouti, donc qu'elle n'avait tué personne. Cela renforça les doutes du roi. Yuno était vivante. Le capitaine chargé de l'enquête confirma ses soupçons. Partout où il allait, il voyait Séol enquêter elle aussi. Il la surprit même devant la maison de la famille de Yuno. Un serviteur la reconnut. C'était Séol, l'ancienne servante de Yuno. Le capitaine s'étonna, car la jeune femme servait maintenant la voyante Wol. Lorsqu'il rapporta cela au roi, celui-ci fut certain qu'elle ne faisait qu'une. Il interrogea Jang, qui confirma ses soupçons. Le roi erra alors dans le palais, en larmes. Il ne l'avait pas protégée, même après son retour à la vie. On l'avait encore éloigné de lui, et il l'avait blessé par ses paroles. Il jura que cela ne continuerait pas. Il se rendit à la clinique, l'appela Yuno. Elle se retourna, il se précipita pour la serrer dans ses bras, pleurant de ne pas l'avoir reconnue plus tôt. Elle pleura avec lui, une tristesse infinie les submergeant. Quand soudain, des assassins surgirent, envoyés par le ministre, qui commençait à soupçonner que Wol était Yuno. Le prince les protégea et emmena Yuno au temple où vivait sa mère. Le roi devint fou d'angoisse et voulut savoir où elle se trouvait. On savait qu'on l'avait appris, mais il refusa de le dire. Il voulait laisser à son frère la chance d'être un moment auprès d'elle. Apprenant cela, le roi s'emporta. Il dit à On qu'il le punirait, un roi ne peut hésiter, et on reste son serviteur. Il partit donc au temple, y retrouva le prince et reprit Yuno. Il offrit à son frère la possibilité de le tuer sur le champ, de prendre la couronne et d'épouser Yuno. Mais le prince, quoi qu'il arrive, refusa de lever la main sur son frère. « Ta chance est passée, » dit le roi. Il ramena Yuno au palais, la cacha chez lui, passa la journée entière à ses côtés, le sourire jusqu'aux oreilles, au point que tout le monde se mit à suspecter qu'il cachait une femme, d'autant plus qu'on constata l'absence de l'héroïne, et celle de Jang, à qui le roi ordonna de garder Yuno à l'abri jusqu'à ce que la vérité éclate. Alors, quand la reine-mère comprit que le roi savait enfin la vérité, elle alla le voir, terrifiée, et lui conseilla d'abandonner son enquête avant qu'il ne lui arrive malheur. Le roi ne comprit pas pourquoi elle disait cela, pourquoi serait-il en danger? Mais l'héroïne, elle, saisit tout de suite. Il risquait gros s'il découvrait la vérité sur sa petite sœur, la princesse, et sa participation au drame d'autrefois. Elle supplia donc le roi de laisser tomber, lui expliquant qu'il ne pouvait pas répudier la reine actuelle et que personne ne croirait qu'elle, Yuno, était revenue à la vie. Mais plus elle essayait de le protéger, plus il s'acharnait. Il jura qu'il irait jusqu'au bout, qu'il révélerait la vérité à tous. Grâce à l'enquêteur, il apprit enfin ce qui s'était vraiment passé, que sa propre sœur avait participé au rituel meurtrier. Il comprit alors pourquoi son père l'avait forcé, à l'époque, à se taire et à épouser une autre femme. Peu après, la princesse vint le voir, toute joyeuse. Quand il la confronta, elle éclata en larmes et lui dit « C'est exactement ce que père m'a fait autrefois, quand il a découvert la vérité. » Il la réprimanda sévèrement pour sa bêtise et son égoïsme,
mais elle lui répondit qu'elle ne regrettait rien, que si le temps revenait en arrière, elle choisirait encore de faire la même chose, pour épouser l'homme qu'elle aimait. Il fut dégoûté, et encore plus lorsqu'il apprit qu'elle était enceinte de son mari. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle voulut lui avouer la vérité, mais en le voyant si heureux de la grossesse, elle se tut. De son côté, le roi alla trouver sa grand-mère et la démit de ses fonctions. Elle le menaça alors. « Si tu fais cela, ta sœur sera entraînée dans ta chute. » Il répliqua. « Ne crois pas que je suis mon père. Moi, je vous ferai payer, toi et elle, tout ce que vous avez fait. » En voyant que le roi commençait à leur échapper, le ministre décida d'agir contre lui. Il manipula le prince pour le pousser à trahir son frère et à prendre le trône. En même temps, il chercha à briser la vie de l'héroïne. Il révéla à son frère que tout ce qui était arrivé à sa sœur autrefois était de sa faute, parce que la princesse l'aimait. Le jeune homme fut bouleversé, confronta son épouse, puis, désespéré, ne sut plus que faire. Le ministre et ses alliés décidèrent alors de l'éliminer pour faire souffrir encore davantage l'héroïne. Mais à ce moment, sa belle-mère, la reine douairière, avoua qu'elle l'avait toujours aimé et lui révéla que sa sœur était encore en vie. Il en resta sans voix. Pendant ce temps, le prince et le ministre préparaient leur coup d'État. Ils convinrent d'attaquer le palais. Le prince fit signer aux conspirateurs leurs noms dans un registre, prétendant qu'ils seraient honorés après sa montée sur le trône. Mais, en réalité, il les trahissait. Il était d'accord avec son frère depuis le début. Le registre servait de preuve de leur trahison. Lorsque le complot éclata, le prince tua le ministre de ses propres mains. Et quand un des rebelles tenta d'assassiner le roi, il se sacrifia pour le sauver, mourant à sa place. Sa mort permit au royaume de retrouver la paix, et la vérité éclata enfin au grand jour. Le peuple apprit tout ce qui s'était passé 8 ans plus tôt, la manipulation, le meurtre, et le retour miraculeux de l'héroïne. Lorsqu'elle revint auprès de sa famille, ils n'en crurent pas leurs yeux, elle était bien vivante. La reine, quant à elle, choisit de rejoindre son père dans la mort, l'homme qui l'avait détruite, qui l'avait poussée à la jalousie et à la convoitise du pouvoir. Le roi eut pitié d'elle en la voyant morte, conscient qu'elle avait été la victime de son propre père. Mais il poursuivit tout de même sa quête de justice. Il força le frère de l'héroïne à divorcer de la princesse et la condamna à vivre comme une simple servante. Quand Yuno plaida pour sa sœur, il accepta d'adoucir le châtiment. La princesse resta une femme du peuple, pauvre, mais libre. Leur fils fut confié au frère de l'héroïne, qu'il éleva avec amour, même si l'enfant grandit avec de la rancune envers la famille royale. Plus tard, la princesse demanda au roi de pardonner complètement à sa sœur et de la laisser retrouver son mari, pour le bien de leur enfant. Le roi accepta, et ainsi, elle retrouva enfin celui pour qui elle avait tout sacrifié. Quant au roi et à l'héroïne, ils se marièrent comme il était écrit depuis le début. Ils eurent un fils, le nouvel héritier du trône, et vécurent heureux, gouvernant avec justice, loin des intrigues des ministres, de la reine-mère et des superstitions. La voyante Zhang, elle, termina sa vie paisiblement après avoir vu tous ceux qu'elle aimait mourir. On la vit prier en tournant autour de leur tombe, disant qu'ils entreraient tous au paradis. Mais franchement, un paradis pour la reine, le ministre et tous ces criminels? Vraiment? J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de laisser un petit like pour soutenir le contenu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.